Aujourd'hui, je suis à l'ENI, l'école informatique. Je suis directeur des relations école-entreprise, un service qui permet aux apprenants de trouver des stages ou des alternances. Et avant ça, j'ai eu une longue carrière dans le milieu du sport, dans le bobsleigh plus particulièrement, où j'y suis resté pendant 30 ans, à la fois en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, coach d'équipe. Et au final, j'ai fait 5 fois les JO, 2 fois en tant qu'athlète, 3 fois en tant qu'entraîneur. Avec, lors de ma dernière expérience, j'étais head coach de l'équipe suisse et cette équipe a été championne olympique en 2014. J'ai vécu mon adolescence avec la tech. J'ai toujours aimé la tech et après, moi, ça a été très vite un outil pour performer en sport. C'est-à-dire que très vite, j'ai eu un ordinateur portable à l'époque où il y avait presque pas de disque dur, j'ai programmé des bases de données en DBAS3 à l'époque pour essayer de calculer quelle était ma meilleure paire de patins suivant la température extérieure. Je faisais tout un tas de schémas, tout ça. J'ai toujours eu cette envie-là. J'ai fait plein de statistiques quand j'étais entraîneur sur le bobsleigh pour voir quelles étaient les meilleures trajectoires. J'ai beaucoup travaillé là-dedans et ça me plaisait. C'était une passion. Donc assez vite, une fois ma carrière finie, j'ai passé un DUT informatique. Et j'ai toujours eu cette envie j'ai toujours su que ça pouvait aider. Alors je faisais des tableaux Excel assez complexes pour faire des probabilités, des indices de performance suivant comment on passait, etc., et qui donnaient un avantage aux équipes que j'entraînais. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils technologiques qui sont dans le quotidien des athlètes. Le côté technologique pour les sportifs de haut niveau est de plus en plus présent. On a ce côté-là, qu'est-ce qu'on embarque avec nous quand on fait la performance? Un capteur de puissance sur un vélo, un cardio-fréquence-mètre quand on va courir, etc. On a tout un tas d'analyses vidéo, d'analyses de temps. On a aussi de plus en plus d'analyses médicales. Je parle pas de dopage, mais on va prendre par exemple la composition du sang avant, après l'effort pour voir comment il réagit mieux. Et on le voit parce que dans les équipes professionnelles aujourd'hui, on recrute des postes comme ça. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait un entraîneur. Puis après, on a eu un entraîneur, mais on a eu en plus un préparateur physique. Après, on a rajouté des diététiciens, on a rajouté des préparateurs mentaux. Et aujourd'hui, on a des data scientists qui sont chargés justement, avec toutes ces données, de faire en sorte qu'elles soient exploitables en un minimum de temps possible pour les entraîneurs, pour ceux qui prennent les décisions. Les KPI qu'on a en entreprise, on commence à les avoir de manière encore plus poussée en sport, parce qu'on a de plus en plus de manières de les mesurer, ou d'une manière plus précise. Il y a peut-être des données dont on n'a pas besoin, mais on s'en sert pour le spectateur, pour tout ça, mais pas forcément pour l'athlète. Donc tout ça, ça fait que on en a de plus en plus. Faut savoir faire le tri, mais il y a un moment, faut faire confiance. Ça reste une question d'hommes et de femmes qui essayent d'être plus forts que les autres qui sont à côté sur la ligne de départ. Et oui, parfois, dans certains sports, le matériel fait la différence, mais on peut avoir le meilleur matériel. Si le jour J, on craque, quelqu'un qui aura un moins bon matériel pourra vous battre. Il peut y avoir des dérives. Se fier non plus à ses sensations, mais à ce que dit la technique, et en fait, être obnubilé par ça. Ça peut aussi... quelque part, des fois, briser du potentiel en se disant, tiens, mes tests me montrent que je peux faire ça, je me sens bien, mais je suis au niveau qu'on me dit, j'aurais envie d'aller plus loin, mais parce qu'il y a le capteur qui me dit, non, c'est ton maximum, j'essaye pas de dépasser ma limite, en fait. Mais il y a un moment, faut aussi faire appel aux sensations, faut faire appel à cette espèce d'adrénaline, de stress qui vient lors des grandes compétitions comme les JO. Et puis, on s'est préparé de manière scientifique. Et puis, après, le jour J, on donne le maximum, quoi. Alors, ça change beaucoup de choses. Certains athlètes deviennent des influenceurs quelque part en partageant leur expérience. Donc, ils touchent une communauté plus grande. Avant, quand j'ai commencé le sport à la fin des années 80, pour être connu, il fallait passer à la télé et c'était un canal très restreint. Aujourd'hui, vous avez des sportifs qui, grâce à des réseaux sociaux comme Instagram, comme TikTok, peuvent toucher une grosse communauté, et si jamais la manière dont ils communiquent plaît, les fans augmentent, ce qui peut amener plus de sponsors, ce qui peut amener plus de moyens pour s'entraîner, etc. C'est un cercle vertueux. Ce qui peut amener aussi plus de pression le jour J, parce que si on n'a que notre famille qui nous regarde performer le jour J, et si demain on a 60 000 ou 100 000 followers qui sont prêts à nous encourager, mais aussi à nous dire sur les réseaux, en fait t'es nul, ça peut amener une pression supplémentaire qui va amener l'athlète peut-être à explorer un côté préparation mentale auquel il n'avait pas pensé, non pas pour sa performance, parce que
sa performance technique ou physique le jour J, il la maîtrise et il se sent en confiance là-dessus, mais peut-être pour gérer ses haters, comme on appelle. Donc voilà, c'est un peu ces deux ambivalences. Ça aide parce que ça fait connaître et ça permet peut-être d'avoir des sponsors ou même la notoriété qu'on peut rechercher, mais d'un autre côté, il y a aussi le côté obscur qui peut parfois être gênant. Ça rajoute une charge mentale. Faut penser à recharger son téléphone, faut penser est-ce que là je poste une photo, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, est-ce que c'est bien pour ma concentration, que va dire mon entraîneur s'il voit que sur les réseaux sociaux à 20 minutes de mon départ, je suis dans la chambre d'appel et j'ai posté une photo. Il y a ça, mais d'un autre côté, nous spectateurs, on demande ça. La technologie a changé notre regard sur le sport. Je me souviens de la première vraiment expérience immersive pour vivre à l'intérieur d'une compétition, c'était les yeux dans les bleus, la Coupe du Monde 98. De football où il y a quelqu'un qui a suivi l'équipe de France et puis 1 mois, 2 mois après, on a eu ce reportage qui nous a fait découvrir comment Jacquet, tout ça, il menait son équipe. Aujourd'hui, c'est commun. Aujourd'hui, à la mi-temps, on peut même voir des fois les vestiaires, on peut voir ça. On voit les joueurs qui sur le terrain se cachent la bouche parce que il y a des gens qui lisent sur les lèvres, spécialistes de ça et qui disent tiens, il a dit ça sur telle et telle personne. Donc nous aussi, on en redemande. On va voir un match en live. Dans un stade ou une salle de sport, à la mi-temps, qu'est-ce qu'on fait? On sort son smartphone et on regarde les résultats des autres, on regarde des ralentis, on veut avoir des infos de dernière minute. Donc ça aussi, ça change le spectateur et forcément, si ça change le spectateur, l'organisation, elle en veut de plus en plus. Maintenant, il y a beaucoup de formations qui sont faites pour les sportifs de haut niveau. Comment gérer ces réseaux médiatiques, comment gérer ces réseaux sociaux et comment du média training en fait. Au même titre que la diététique, que la préparation mentale, que la préparation matérielle pour les sports qui ont du matériel, on a maintenant la gestion des réseaux sociaux. Je pense que aujourd'hui, moi, l'intelligence artificielle, dans mon métier ou dans le sport, je la vois comme ça permet d'aller plus vite sur des choses basiques. C'est-à-dire que vous tapez quelque chose dans ChatGPT, dans Mistral, peu importe ce que vous utilisez, dans Dust, sur Internet. Et en fait, les choses basiques, vous avez plus de temps à perdre pour ça. Et du coup, ça vous laisse du temps pour aller sur des choses qui correspondent à ce que vous savez faire vous. Et ChatGPT me fait même 70% du travail. Et en fait, maintenant, la différence va se faire sur les 30 derniers pourcents. Donc, c'est là où il faut qu'on soit capable d'apporter nos compétences, nos connaissances et de faire la différence. Ça change l'athlète, ça change la manière dont on consomme le sport. Et mais en fait, faut bien se dire que le sport a toujours été un reflet de la société. Et aujourd'hui, la société elle est technologique, donc le sport il devient technologique et il vit avec son temps. En fait, le sport il s'adapte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on met de la technologie partout. Eh bien, le sport en met partout aussi.